Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie, si vous le voulez bien. Au sommaire aujourd'hui, transition numérique, grande barrière de corail, basket et tourisme. Je vous le concède, le résumé est un peu court, je vais vous le développer. La transition numérique est un des enjeux majeurs de la principauté de Monaco, que ce soit dans le domaine de l'e-santé ou de l'e-service par exemple. A-t-on été performant durant la crise sanitaire et notamment pendant le confinement? Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, sera avec nous pour y répondre. La prochaine exposition du musée océanographique se veut interactive. Elle sera ouverte au public dès samedi et consacrée à la grande barrière de corail. Son nom, Immersion. Le directeur du développement du musée océanographique, Bernard Reillac, nous en dévoilera les grandes lignes en avant-première. Les compétitions sportives reprennent peu à peu, comme la F1 actuellement, ou très prochainement le football. Et bien en basket, le calendrier de la Jeep Elite a été annoncé ce jeudi après-midi. Restez avec nous, vous en saurez plus dans ce journal. Et enfin, la place du Casino a été inaugurée début juin, quelques semaines plus tard. Ce nouveau lieu, ce nouveau visage central de Monte-Carlo prend vie. Nous avons demandé aux touristes ce qu'ils en pensent. Mais avant cela, place au point info. Et c'est avec vous, Christina Tomel. Oui, bonsoir Fabien. L'INSEE publie aujourd'hui son 100e focus avec une thématique inédite, le travail intérimaire. Encore jamais analysé, pour la première fois, le secteur du travail intérimaire a été traité par l'Institut qui a pour objectif, je vous le rappelle, de collecter, de produire et d'analyser des données statistiques sur l'environnement économique et social de la principauté. En 2019, donc, le nombre de travailleurs temporaires en principauté a été estimé à plus de 11 400 personnes. À noter que la population intérimaire est principalement composée de pendulaires et de Français et qu'elle est plutôt jeune et masculine. Sinon, les autres thématiques traitées par l'INSEE pour ce nouveau focus, les finances publiques, le commerce de gros, la construction, les activités scientifiques et techniques, la fonction publique, les salariés ou encore les conditions climatiques relevées par la station météorologique du Jardin Exotique. Sachez à ce propos que nous aurons la directrice de l'INSEE ce vendredi 19h pour vous présenter entre autres le Monaco en chiffres 2020 qui vient de paraître. Christinda, le catalogue de l'exposition Monaco et l'automobile de 1983 à nos jours vient d'être publié. Annulée en raison de la crise sanitaire, la grande exposition de l'été du Grimaldi Forum, qui devait être le point d'orgue de la célébration des 20 ans du centre culturel, n'a donc pas pu voir le jour à la grande tristesse des amoureux d'histoire et de belles carrosseries. Mais le Grimaldi Forum n'avait pas dit son dernier mot. Et pour ne pas perdre ces 3 années de travail et de recherche, la direction des événements culturels a donc décidé de publier un premier témoignage de cet important travail à travers un catalogue de véhicules et d'objets prévus à l'inventaire de l'exposition. Un ouvrage de référence donc de 320 pages et de 260 illustrations, Fabien, écrit en français et en anglais et au tarif exceptionnel de 29 €. De l'équitation avec la jeune cavalière monégasque Laura Gramaglia. Elle vient de reprendre le chemin des paddocks, Christinda. Oui, en pleine préparation du championnat du monde des jeunes cavaliers qui aura lieu aux Pays-Bas en septembre 2021, la jeune sportive vient de participer au meeting international d'endurance équestre Barre des Cévennes qui avait lieu ce week-end à Florac dans le département de la Lozère. Alors après l'arrêt des compétitions en France dû au Covid-19, il s'agissait de la première compétition internationale d'endurance sur le sol français. 80 cavaliers au total représentant l'Uruguay, l'Australie, l'Espagne, la Suisse, la France et Monaco. Et lors de cette course de reprise de 120 km, Laura Gramaglia s'est distinguée avec de beaux résultats et assure ainsi sa deuxième qualification en CEI 2 étoiles après celle réussie en novembre dernier à Pamiers. Rappelons que pour participer au championnat du monde de 2021, elle n'aura besoin que d'un 3e et ultime classement en CEI 2 étoiles. Merci Christine Tomel. On vous retrouvera dans quelques instants pour le point info pratique. L'e-santé, l'e-service, le télétravail, voilà quelques exemples de ce que l'on appelle à Monaco la transition numérique, lancée il y a plus d'un an en avril 2019. Un virage dans le monde de demain. Entre-temps, la crise de la Covid-19 est arrivée, qu'on le veuille ou non. Comment a-t-on géré cette crise sanitaire d'un point de vue numérique? Pour répondre, entre autres, à cette question, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Ginta. Bonsoir. Bonsoir. Alors je viens de le dire, vous êtes en charge de la transition numérique. Pour les personnes dont le terme est un petit peu flou, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la transition numérique? Ça sert à quoi? La transition numérique,
Ça sert, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde numérique, à positionner Monaco et son modèle. Le monde étant devenu numérique, les gens passant plusieurs heures par jour sur leur téléphone, les entreprises leaders dans le monde étant numériques, le numérique modifie absolument l'ensemble de la façon dont on vit, dont on travaille, dont on s'éduque, dont on se soigne, et qu'on doit adapter l'excellence monégasque, qui dure quand même depuis 700 ans, avec cette nouvelle donne qui est le numérique. Et donc la mission, c'est de faire rentrer Monaco dans le monde numérique tout en gardant ses spécificités, son excellence et ses traditions. Vous avez quelques exemples concrets dans la vie du quotidien pour la population monégasque de cette transition numérique d'un État, de l'État de Monaco? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si on parle de ce que les gens ont vécu dans le télétravail, aujourd'hui, le travailler n'est plus synonyme d'aller au bureau, imprimer des documents, faire des horaires absolument fixes, mais le travail peut être fait différemment. Il peut être fait chez soi, il peut être fait parfois, il peut être fait à distance, il peut être fait en mobilité, il peut être fait sur des plages horaires différentes. Donc le travail, par exemple, aujourd'hui, et on l'a vu pour le confinement, change dans le monde numérique. Alors la principauté était en pleine mutation déjà en termes de transition numérique avant cette crise sanitaire. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais à toute chose, malheur est bon. La transition numérique à Monaco a fait un bond avec cette crise de la Covid-19 par la force des choses. Oui, mais avant de parler de Monaco, déjà les gens ont fait un bond. Avant de parler de l'État ou des structures, les gens ont gagné 5 ans de maturité numérique. C'est-à-dire qu'en gros, si ne s'était rien passé, les habitudes que vous ou moi, on a pris sur le e-commerce, sur la restauration à domicile, sur le télétravail, sur la téléconsultation, sur l'éducation en ligne, se maintiennent, sont l'équivalent de ce qui sera arrivé en 2025. Et parce que les gens ont changé, l'État, les entreprises, l'administration se sont adaptés dans un temps record. Moi, j'ai une admiration sans faille pour les services de l'État qui, pendant cette période de confinement, ont réussi quasiment du jour au lendemain à distribuer l'intégralité des aides, qu'elles soient pour le chômage ou les entreprises, en ligne, pour les traiter, les faire demander et les verser. Et aujourd'hui, on doit montrer que le numérique apporte des choses et n'est pas qu'un sujet de résilience en cas de crise, mais que le numérique est aussi un sujet de résilience, ce genre de choses venaient à se repasser et qu'on soit mieux équipé en cas du fait que cette crise pourrait recommencer. Est-ce que la crise sanitaire vous a fait prendre conscience d'imperfections, de choses à modifier dans cette transition numérique? Et si oui, lesquelles? Je pense notamment aux plateformes. Aujourd'hui, quand je parle de plateforme, je vais utiliser des mots que vous connaissez. Je vais parler de plateformes de réservation de voyage, je vais parler de Booking, je vais parler de Netflix pour la vidéo en ligne, je vais vous parler de PayPal pour le paiement. Aujourd'hui, Monaco a montré que malheureusement, il y avait des manques sur les plateformes. On a assez peu de plateformes locales, que ce soit pour le e-commerce, même si des choses se sont lancées. Je pense à Mister Home Service, je pense à Carlo. Et en même temps, on n'a pas accès à l'ensemble des plateformes mondiales. Parfois parce qu'on n'est pas reconnu, parfois pour des contraintes juridiques, parfois pour des volontés politiques. Mais aujourd'hui, le fait de ne pas toujours avoir nos plateformes et de ne pas toujours accès aux plateformes internationales fait qu'on peut souffrir d'un écosystème numérique qui est plus faible. Donc là, le gouvernement princier a choisi de prendre ce sujet, on en parlera plus à la rentrée, et de vraiment réfléchir à quel mix on doit avoir de plateformes pour servir les Monégasques. L'autre sujet dont on a vu les limites, mais qui sera réglé dès la rentrée, c'est l'aspect écosystème numérique. Je m'explique, l'aspect notamment signature et cachet. Le fait que beaucoup de choses pourraient être faites à distance. On doit offrir à nos entreprises une capacité de continuer à fonctionner si ce type de crise se produit à nouveau. Et c'est donc tout l'esprit du travail qui est fait par le gouvernement princier avec le Conseil national sur ces lois. Frédéric Ginta, merci. Merci à vous. Vous l'avez découvert sur Monaco Info, la nouvelle place du casino inaugurée en présence de la famille princière tout début juin. Avec l'arrivée notamment des vacanciers, cette place a pris vie.
Vanessa Dessy a été à la rencontre de la population et des touristes pour connaître leur ressenti concernant ce nouvel espace. Je l'ai connue avant, je l'ai découverte dans une vidéo il y a à peu près 15 jours. Et donc j'étais dit, bon, je vais venir sur place pour voir vraiment ce que ça donne. Et écoutez, au niveau circulation, je trouve que c'est très très bien. Voilà, ce que ça remet en valeur, je dirais que ce soit le casino, ou tous les éléments qui sont autour, donc c'est très bien. Oui, on est entré à Monaco, c'est bien quoi. On voit, il y a plein de choses qui sont nouveaux, sinon parce que moi je viens à Paris, et du coup c'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est très beau. Et comme c'est la première fois que je suis venue, je suis impressionnée. Franchement, c'est magnifique. Je vois que Monaco, c'est en travaux de partout. L'immeuble en face aussi, je ne le connaissais pas avant. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est moderne, c'est beau, c'est propre. L'avantage de ce genre de place, même si ça a l'air un peu triste ou sinistre pour certaines personnes, c'est une page vide dans laquelle ils vont pouvoir peindre et mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place. Donc j'ai plutôt l'impression vraiment d'une toile où n'importe quel artiste va pouvoir venir et mettre quelque chose d'assez original, différent, attrayant. Et donc je pense qu'il faut laisser du temps à cette place de pouvoir s'exprimer. Une toile où l'artiste pourra venir s'exprimer. Belle façon de parler de cette nouvelle place du Casino. Vous l'avez vu, des touristes avec une véritable fibre artistique. Des vacanciers qui découvriront peut-être samedi la toute nouvelle exposition du musée océanographique. Une exposition baptisée Immersion et qui se veut interactive. Pour en parler, le directeur du développement du musée. Bonsoir Bernard Reillac. Bonsoir. Mettez-nous tout de suite l'eau à la bouche, si vous le voulez bien. Comment est cette exposition? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir au musée océanographique à travers l'exposition Immersion? Alors je vais vous mettre l'eau à la bouche, mais évidemment il faut venir la découvrir en réel pour se rendre compte. Il faut imaginer en fait que cette exposition c'est une exposition monumentale, elle est immersive et elle s'appelle Immersion puisque le pitch c'est de proposer à nos visiteurs une véritable plongée virtuelle au cœur de la Grande Barrière de Corail à la rencontre de ces espèces emblématiques. Donc l'idée, c'est réellement de faire une plongée entre guillemets sans se mouiller et de pouvoir découvrir en fait dans cette exposition les espèces emblématiques de la Grande Barrière de Corail et comme si on était soi-même en plongée. Donc c'est une exposition qui va ouvrir au public samedi. Elle va rester combien de temps au musée? Alors c'est une exposition que nous aurons pendant 2 années autour de la thématique Corail, donc sachant qu'en fait elle s'inscrit dans notre programme Corail. Et nous proposons également à notre public un parcours en fait, tout au long du musée. Et cette exposition Immersion est évidemment un des temps forts de ce parcours. Vous l'avez dit, c'est une exposition interactive. À quel point? Alors il faut imaginer qu'on a un environnement qui est entièrement reconstitué, donc qui a été créé spécialement pour cette exposition. Donc il faut imaginer qu'on a des projections qui vont quasiment jusqu'à 9 mètres de haut, c'est vraiment monumental. Donc il y a ce décor qui est reconstitué. Et à l'intérieur de ce décor, en fait, on a des espèces emblématiques qui ont été modélisées et recréées à partir d'images réelles. En fait, ce qui est assez innovant, c'est que toutes les espèces ont été modélisées, sont gérées par des technologies liées à un logiciel très particulier qui va permettre en fait de déclencher des scènes en fonction des mouvements et des comportements des visiteurs. Donc un peu comme si eux-mêmes étaient en plongée. En fonction du comportement du visiteur, le poisson ou l'animal en face réagira différemment, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est vraiment en fait d'immerger nos visiteurs et en particulier peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de passer sur la surface et de mettre la tête sous l'eau, donc de vraiment leur faire découvrir cet environnement de manière très attractive, très ludique et en même temps de la manière la plus réaliste possible puisque les espèces qu'on a retenues et qu'on a choisies sont vraiment emblématiques de la Grande Barrière de Corail. Pourquoi cette grande barrière? Il y a un message que l'on veut faire passer ou un objectif à travers ce thème-là? Comme son nom l'indique, c'est la barrière de corail qui est la plus grande en fait, au monde. Donc elle est vraiment représentative des questions qui se posent autour du corail. Et des coraux qui sont en danger, oui. Des coraux qui sont en danger. Et l'idée, on est là bien dans notre mission en tant que musée océanographique à travers ce dispositif, c'est à la fois d'être attractif, mais aussi de sensibiliser nos visiteurs au fait que les coraux sont en danger, qu'il faut les protéger, d'autant plus que les coraux sont une véritable oasis de vie pour un nombre d'espèces très conséquent, puisqu'on dit que 0,2% des récifs coralliens abritent à peu près 30% de la biodiversité marine. Donc c'est très conséquent et le réchauffement et donc la conséquence qui est leur blanchissement fait que du coup les espèces, y compris
qui s'y réfugient et qui se servent des barrières de corail comme récif et j'allais dire, comme foyer, comme maison, sont également en danger. Le musée océanographique a ouvert ses portes à nouveau au public après cette crise sanitaire, donc il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de la Covid-19 au musée océanographique? On a eu une réouverture qui a été très progressive. Donc le mois de juin a été plutôt calme. Et là, on est au mois de juillet, donc on voit que les visiteurs commencent à revenir. Et ça, c'est un bon signal envoyé, même si aujourd'hui, notre capacité d'accueil est réduite en raison du Covid. Mais on voit au mois de juillet, donc là on est mi-juillet, c'est toujours une période un peu cruciale entre mi-juillet et mi-août, et on voit en fait que les visiteurs commencent à être présents. Et à travers justement notre programmation, nos nouveautés, cette programmation corail et cette exposition immersion, on pense qu'on va avoir en effet un nombre de visiteurs tout à fait intéressant dans les semaines qui viennent. Voilà, immersion à découvrir à partir de ce samedi. Venez nombreux et transformez-vous en plongeur dans cette grande barrière de corail. Bernard Reillac, merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci à vous. Il y a quelques jours, nous vous dévoilions sur Monaco Info le calendrier de football de Ligue 1 avec les principales affiches pour l'AS Monaco au stade Louis II. Aujourd'hui, on parle basket avec la parution du calendrier de Jeep Elite. Pour en parler, on écoute le directeur exécutif de la Roca Team, Oleksiy Yefimov. Il est au micro de Frédéric Elion. Yes, we're gonna start probably in Volazak, but this schedule is not fixed yet because there are a couple of conflict dates between Jeep Elite and Eurocup. So I believe that in cooperation both with EuroLeague and LNB, we're gonna try to find some better, let's say, schedule or scenario, because, for example, our first home game, which is supposed to be played on 9 of September, cannot be played because on the 30th we have Eurocup game in Andorra. First of all, I want to thank to our fans who gave us certain credibility, because we realized that we were very silent, and we didn't announce any moves, any transfers. The reason why is because we truly believe that the market will be changed, and it's already changed. This is one of the reasons why we managed to bring back Debost, but this is not the only one former player who will remain with the Roca team. I'm pleased to announce that JJ O'Brien is coming back, and he will spend the following season with AS Monaco as well. I think this is something which will give even more confidence in our project to our fans. It's great that every day we receive a lot of requests for season tickets and passes both for Eurocup and Jeep Elite, but we want to go step by step. I think that it would not be logical to start season subscription if, first of all, we don't know who will be in the roster, and second of all, we don't know fixed schedule, and we don't know sanitary measures. We need to know what exactly we're gonna deliver to our fans, what kind of entertainment, what level of basketball. So in this regard, now we are announcing JJ O'Brien. We're working hard to make few other let's say interesting moves, which I believe fans will appreciate. Then next week I hope we will finalize Jeep Elite and Eurocup schedule, and apart it we will have exact sanitary measures. And then in let's say 10 days time we're gonna start season tickets sales. Voilà pour le calendrier de la Jeep Elite en basket. On retrouve Christine Datomel pour le point info pratique, et vous allez aussi nous parler de ce sport tant apprécié aux États-Unis. Oui, et pas que par les Américains, Fabien. Les Monégasques, eux aussi, aiment le basket, et des travaux de rénovation sont actuellement en cours à la salle Gaston Médecin pour accueillir les joueurs et le public dans des conditions optimales à la rentrée. Gigi O'Brien et ses coéquipiers pourront donc retrouver un parquet tout neuf, des vestiaires rénovés, avec même en prime la climatisation, Fabien. On reste avec un ballon rond, mais cette fois on change de surface et nous parlons football. Oui, c'est la reprise aussi pour les joueurs de l'AS Monaco. Ce vendredi 17 juillet à 19h, les Rouges et Blancs affronteront le Cercle Bruges pour leur premier match amical de l'été. L'AS Monaco donne ainsi le coup d'envoi de sa série de matchs de préparation, un peu moins d'un mois après la reprise du groupe professionnel.
C'est une pratique extrêmement sportive, mais que l'on classe dans la catégorie culture, la danse, avec des nouvelles du côté des ballets de Monte-Carlo. Eh bien, pour leur premier spectacle de la saison à Monaco, les ballets de Monte-Carlo interpréteront 2 pièces emblématiques du répertoire de Jean-Christophe Maillot. Altro Canto 1 et Vers un pays sage seront donnés au Grimaldi Forum les 15, 16 et 17 octobre dans la salle des Princes. Si Altro Canto 1 magnifie les silhouettes androgynes à la lueur des bougies, Vers un pays sage célèbre la vie de manière effrénée, Fabien. Merci Christina. Elles vous font rire, elles vous font frémir, surtout quand il y a des chutes. Elles vous attendrissent aussi quand il y a par exemple des petits chatons. Je veux parler des vidéos que l'on retrouve sur le net. On passe tout de suite à votre best-of des réseaux sociaux. Quelles sont les prévisions météo, Christinda, concernant vendredi ? Eh bien, encore une journée placée sous le signe de l'instabilité. Vendredi, la matinée sera couverte avec de nombreux nuages, laissant peu de place aux éclaircies, tandis que l'après-midi sera plus clémente, à noter quelques apparitions du soleil. Côté thermomètre, il fera 19 degrés le matin et 24 l'après-midi. L'eau sera aussi à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 6h03 avant de se coucher à 21h09. Vendredi 17 juillet, nous fêterons les Charlottes. Merci, c'était le temps prévu pour vendredi. En ce qui concerne samedi, peu importe qu'il y ait du soleil, qu'il neige ou qu'il vente, j'en suis sûr, vous serez en train de visiter la nouvelle exposition au musée océanographique consacrée à la Grande Barrière de Corail. Ce sont d'ailleurs les photos du jour, signées Stéphane Dana. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à moi, vous pourrez me retrouver dans une prochaine édition ce vendredi 19h. Au revoir et surtout, portez-vous bien.